you're not lucky. You lied to me? And what are you, a sheep? Ugh. Alors, pourquoi un personnage en général trompe-t-il un autre personnage dans les dessins animés ? Effectivement Kevin, ça n'était pas une vraie question et je n'attendais donc pas vraiment de réponse, d'autant plus que je l'ai déjà donnée dans ma vidéo précédente. Donc, le plus souvent, la tromperie permet de servir ses intérêts, et ce qui intéresse les personnages en général, c'est d'obtenir de l'argent ou du pouvoir. Commençons déjà par l'argent. Dans Pinocchio, le renard grand coquin et le chat Gédéon profitent de la naïveté de Pinocchio et de sa difficulté à discerner le bien du mal à 2 reprises pour gagner de l'argent sur son dos. La première fois, ils le captivent par la description d'une vie d'acteur pleine de succès. Ils sont certains de pouvoir vendre au montreur de marionnettes Stromboli quelque chose d'aussi extraordinaire que ce pantin qui bouge et parle de lui-même sans qu'il y ait besoin de tirer sur des fils reliés à ses membres. Pinocchio s'attend à pouvoir vivre de ce métier le jour et rentrer chez lui auprès de son père le soir, comme tout travailleur, mais est évidemment considéré comme un bien et non comme un employé par Stromboli. Celui-ci, ébloui par le succès remporté par Pinocchio lors de la première représentation, l'enferme pour être sûr de ne pas laisser s'échapper une mine d'or pareille. La deuxième fois, Grand Coquin et Gédéon ont plus de mal à convaincre Pinocchio. Non pas parce qu'il a compris que c'était des escrocs, mais parce que cette fois, il a promis juré craché qu'il irait à l'école comme un gentil enfant sage. Les deux compères passent donc rapidement sur la description de L'île du plaisir. traduit en français par l'île enchantée, qui est peut-être plus neutre. Une île où on peut rester à jouer toute la journée sans aller à l'école. Pour le gentil enfant sage, on repassera. Et il l'emmène presque de force jusqu'à la carriole qui doit le mener avec d'autres enfants sur cette île. Cette fois, le renard et le chat ne parient pas sur un coup réussi comme avec Stromboli, mais ont été engagés par le cocher qui s'occupe de cette affaire et savent donc qu'ils seront grassement récompensés. Dans Peter et Elliot le dragon, la version de 1977, c'est encore un duo d'escrocs qui trompent les gens en profitant de leur crédulité, le docteur Terminus et son assistant Oggy. Ils se rendent de village en village pour vendre aux habitants une potion miracle capable de guérir tous les maux. Lors de leur démonstration, Oggy joue le rôle d'un homme ou d'une femme affublé d'un handicap ou d'une maladie quelconque qui se trouve guéri aussitôt bu la potion administrée par son acolyte. Visiblement, ils sont déjà passés dans le coin, les habitants se sont déjà fait avoir, mais c'est comme pour Pinocchio, ils sont tellement naïfs qu'on peut les tromper plusieurs fois de suite. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Toutefois, dans ce film, les personnages ne s'en tiennent pas là. Tout comme Gédéon et Grand Coquin dans Pinocchio, ils ne peuvent voir passer une occasion de s'enrichir sans la saisir. Ainsi, lorsqu'ils entendent des rumeurs concernant l'existence d'un dragon, A dragon, I swear I saw a dragon. ils s'y intéressent aussitôt. Comme l'explique le docteur Terminus dans une chanson, n'importe quel morceau d'un dragon, Dragon whiskers, dragon toes, a dragon tooth, and a dragon nose. peut rapporter gros, et un dragon entier comme Elliot ferait d'eux des millionnaires s'ils parvenaient à le capturer. Ils vont donc tendre un piège à Peter, le protégé d'Elliot, pour s'en servir d'appât contre lui. Ils font croire au petit garçon que le dragon a besoin de lui pour ensuite pousser ce dernier à venir à sa rescousse. Ils les attirent ainsi tous deux jusqu'à une grange où un traquenard a été mis en place à l'intention du dragon. Déjà un dragon c'est pas facile à choper, mais comme en plus Elliot peut se rendre invisible, je vous raconte pas le truc. La planète au trésor est un film de pirates plutôt que d'escrocs. Ou d'escrocs pirates. Ou de pirates escrocs. Long John Silver est un pirate cyborg à la recherche d'un immense trésor, le butin de 1000 univers, dissimulé dans un endroit qu'il ne connaît pas, mais où peut le mener un navire en partance, le RLS Héritage. Il parvient par la ruse à se faire engager ainsi que tous ses acolytes comme équipage. Ah mais c'est parce qu'ils ont un air qui inspire la confiance. Et a comme objectif de conserver un rôle de chef cuisinier honnête jusqu'à leur arrivée sur la planète au trésor. La vérité sur son identité et le plan qu'il a ourdi avec ses complices est découverte par hasard par Jim, l'un des passagers du navire et apprenti de Silver. Le jeune garçon et le cyborg se sont rapprochés pendant le voyage et la découverte de la duplicité de Silver ne suffira pas à rompre ses liens. Face au choix de sauver Jim de la mort ou de fuir avec son trésor, Silver choisira d'ailleurs Jim. Donc, la tromperie de Silver fonctionne presque jusqu'à la fin, il arrive au trésor, mais il a juste le temps d'attraper une poignée de pièces d'or et pierres précieuses, qu'il donnera d'ailleurs à Jim. Du coup, niveau profit... Tout comme la planète au trésor, j'ai déjà évoqué la route d'Eldorado dans le thème sur l'argent, ainsi que la tromperie mise en place par Tulio et Miguel, les deux escrocs arrivés chez les Mayas grâce à une carte au trésor. Ce n'est même pas eux qui en ont l'idée au départ, ils se contentent de saisir la balle au bond.
Des dieux sont censés arriver chez les Mayas à peu près à cette période, d'après leurs prêtres, ils endossent aussitôt cet habit. Le problème c'est que pour qu'une tromperie fonctionne, il faut connaître les ficelles du rôle qu'on va jouer. Long John Silver se fait passer pour un cuisinier dans la planète au trésor, mais il en a aussi les compétences. Miguel et Tulio ignorent tout des coutumes des Mayas et de leurs dieux. Faut dire qu'ils n'ont pas eu trop le temps de réviser avant de partir. Ils se trompent sur la signification de certaines phrases et perdent ainsi de l'argent alors qu'ils avaient pour but d'en amasser le plus possible. Les habitants s'attendent à ce qu'ils se montrent cruels et sans pitié, attitude que les deux jeunes hommes n'ont pas l'intention d'adopter. Bref, la tromperie ne peut pas durer bien longtemps. Toutefois, la réaction de ceux qui les vantent diffère fortement. La première à connaître la vérité prend leur parti et tâche d'en tirer profit, comme eux, et aussi de profiter d'eux. Le prêtre, après les avoir honorés, les prend en grippe et furieux d'avoir été trompé, cherche à s'en débarrasser. Enfin, étonnamment, le chef de la cité ne paraît pas accorder trop d'importance à leur identité réelle, et il semble avoir plutôt accepté la fable de Miguel et Tulio sans s'en formaliser que d'en avoir été vraiment dupe. My mistake. Hey, to err is human. Cet exemple me permet de faire la transition vers la deuxième catégorie, la tromperie dans le but d'obtenir du pouvoir, puisqu'il appartient aux deux. Miguel et Tulio sont à la fois considérés comme des instances supérieures et se servent de ce statut de dieu pour obtenir de l'argent. Ils ont tout compris. Dans La Reine des Neiges, le prince Hans feint d'être amoureux d'Anna, sœur de la reine d'Arendelle, dans le seul but de se rapprocher du trône. Benjamin d'une fratrie constituée de 13 garçons, il ne peut espérer régner chez lui et va donc chercher une couronne ailleurs. Il parvient d'ailleurs presque à ses fins. Il n'arrive pas à tromper Elsa, la reine d'Arendelle, qui refuse de donner son consentement au mariage de sa sœur avec lui, vu qu'ils se sont rencontrés pour la première fois il y a seulement quelques heures. It's true love. Oui. Mais la souveraine ne lui fera pas obstacle bien longtemps. Elle est forcée de fuir après la découverte de ses pouvoirs par tous. Sa capacité à faire naître de la neige et de la glace est considérée comme dangereuse et elle doit partir pour éviter d'être arrêtée. Anna laisse alors la régence du royaume à Hans afin de rattraper et ramener Elsa. Perfect. Il ne reste à l'ambitieux prince qu'à se débarrasser des deux sœurs pour monter en grade. Anna revient de son voyage à moitié morte de froid, elle a été atteinte par un sortilège de glace jeté accidentellement par Elsa sur elle. Hans l'abandonne à son sort, annonce son décès et en accuse Elsa pour pouvoir ordonner en toute légalité son exécution. Il finit même par laisser tomber la légalité pour passer directement à l'exécution. Ses plans seront déjoués à la dernière minute, mais la tromperie aura fonctionné jusqu'au bout sur Anna. La jeune princesse, enfermée dans le château sans voir personne pendant toute sa jeunesse, ne pouvait que tomber dans les filets de ce menteur chasseur de trône. Sa naïveté la pousse à croire aux déclarations d'amour d'un homme qu'elle vient juste de rencontrer, et elle refuse d'en être détrompée, que ce soit par Elsa You can't marry a man you just met. ou par Christophe, un jeune homme qu'elle rencontre au cours de son voyage pour retrouver Elsa et qui tente de lui démontrer l'absurdité de cette passion d'un jour. What if you hate the way he eats? What if you hate the way he picks his nose? Voilà, ça c'est la vraie question, ça c'est la question qu'on doit se poser, c'est pas comme juste « Ah bah tu peux pas l'épouser parce que tu viens de le rencontrer ». Bon, c'est un peu léger. C'est Hans lui-même qui avoue finalement son mensonge, alors qu'Anna est à l'article de la mort et qu'il pense n'avoir plus rien à craindre d'elle. On retrouve le même schéma dans Le Roi Lion. Scar a trompé son neveu Simba toute sa vie durant sans que celui-ci se rende compte, mais il lève le masque à la fin, au moment où il croit Simba à sa merci et tous ses plans exaucés. Bon bah ce sera pas le premier super plan qui échoue parce que les méchants ont voulu faire les malins. Avec Scar, la tromperie est toujours teintée de vérité. Rusé et se considérant d'une intelligence supérieure, il joue avec ses victimes et ne craint pas de laisser apparaître un coin de ses noirs desseins. Ainsi, il ne dissimule pas à son frère Mufasa son dépit de la naissance de Simba qui le fait descendre d'une place dans l'ordre de succession au trône. Ça fait quand même moins de monde à tuer pour accéder au trône que pour Hans. Toutefois, il souligne bien qu'il ne pourrait s'opposer à Mufasa de front. Well, as far as brains go, I got the lion's share, but when it comes to brute strength, I'm afraid I'm at the shallow end of the gene pool. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut employer un autre moyen que l'affrontement direct. Pourtant, Mufasa ne se méfie pas plus que ça de lui, et il se laisse prendre à sa comédie lorsque son frère vient le chercher d'un air affolé pour le prévenir que Simba est en danger dans un goulet où un troupeau de gnous défile. Mais, encore une fois, n'est-ce pas la vérité? Scar n'a omis que son rôle dans l'affaire. just stay on this rock. Mufasa a-t-il tout de même un doute? Lorsqu'il lui demande de l'aider pour monter en haut de la falaise qu'il a escaladée pour échapper aux gnous après avoir sauvé son fils, il demande « Scar! Brother, help me! » comme pour en appeler à des sentiments fraternels qui pourraient contrebalancer la jalousie du laissé-pour-compte. La réponse ne se fait pas attendre, Scar repousse Mufasa et le roi meurt.
Mais le frère dénaturé n'est pas au bout de son plan, il a encore son rôle d'oncle perfide à jouer. Ayant pris soin de feindre l'affection et la complicité dans ses discussions avec Simba, il a su gagner la confiance du jeune lion. Celui-ci, traumatisé par la mort de son père, croit Scar lorsqu'il lui déclare que l'accident est arrivé par sa faute, et accepte même la solution qu'il lui propose pour épargner à sa mère, Sarabi, la vue du meurtrier de son époux, la fuite. Une fois le lion régnant mort et son héritier disparu, Scar le croit même mort puisqu'il a envoyé des hyènes pour le tuer. Hé! Le frère cadet de Mufasa peut enfin monter sur le trône. So it is with a heavy heart that I assume the throne. Meilleur acteur, il s'arrête jamais le mec. Quant à Simba, jamais il ne remettra en question la sincérité de son oncle, il préfère oublier l'événement, et comme je l'ai dit, il faut l'aveu de Scar lui-même pour lui ouvrir les yeux sur la tromperie de son oncle. Ursula, dans La Petite Sirène, cherche à obtenir le trident du roi Triton et ainsi le contrôle des mers. Elle utilise pour arriver à ses fins une stratégie semblable à celle de Hans dans La Reine des Neiges. Tous deux emploient des moyens détournés pour atteindre le trône, le jeune homme séduisant d'abord la sœur de la souveraine, la sorcière des mers piégeant Ariel, la fille du roi Triton, pour attirer le père. De prime abord, Ursula n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts. Elle n'a qu'à convaincre Ariel de signer un contrat avec elle, la jeune sirène deviendra humaine pour 3 jours, ce qu'elle souhaite déjà car elle est amoureuse d'un humain, Eric, et pourra le rester éternellement si l'élu de son cœur lui donne un baiser avant que le temps soit écoulé. Sinon, elle sera prisonnière de la sorcière. Et en échange de la transformation, Ursula lui prend sa voix, pour pas qu'elle puisse aller réclamer un bisou au prince sitôt arrivé sur la plage. Pas bête la pieuvre. Une fois le contrat signé, Ursula surveille tout d'abord sa proie de loin, mais les choses se compliquent lorsqu'elle se rend compte qu'il y a quand même un risque qu'Ariel lui échappe. Elle se transforme alors elle aussi en humaine pour se poser en rivale d'Ariel. Toutefois, le rôle qu'elle joue n'a d'autre intérêt que de maintenir les apparences pour l'entourage d'Eric. Elle n'a pas besoin de chercher réellement à séduire le prince. En effet, son collier lui permet d'ensorceler Eric, qui n'a alors plus qu'une envie, se marier avec elle le plus vite possible. Sitôt le collier arraché de son cou, le sortilège est rompu et Eric revient vers Ariel. Il est malheureusement trop tard, les 3 jours sont écoulés et le plan d'Ursula a fonctionné. Pour éviter à sa fille de rester prisonnière de la sorcière, le roi Triton accepte de lui remettre son trident. Sur ces 3 exemples de tromperie, 2 auront donc effectivement abouti à l'obtention de la couronne pour les mystificateurs, pour un temps plus ou moins long. Pour Scar, plusieurs mois, voire plusieurs années. Je sais pas exactement en combien de temps un lion devient adulte. 5 minutes pour Ursula. Peut-être même moins. Et même Hans aura pu s'exercer au pouvoir avec son titre de régent. Les 3 derniers exemples sont un peu à part puisque le but des instigateurs de la tromperie n'est ni l'argent ni le pouvoir. Ou en tout cas pas le pouvoir dans le sens de je règne sur tout plein de gens ou j'ai le rôle le plus important dans l'administration d'un pays. Ainsi, dans Blanche-Neige, c'est la reine qui cherche à tromper sa belle-fille. Bon, on se doute bien que c'est pas pour l'argent ou le pouvoir qu'elle a déjà qu'elle le fait. Non, c'est pour la chose qu'elle souhaite le plus au monde et dont elle demande la confirmation tous les jours à son miroir magique, être la plus belle du royaume. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Craignant d'être surclassée par Blanche-Neige, elle la fait travailler comme servante, mais les haillons et les cales... A priori, si elle fait que nettoyer toute la journée, elle doit finir par en avoir, hein. Ne peuvent cacher sa beauté. Il ne reste à la reine qu'une seule solution, s'en débarrasser. Une première tentative échoue. Le chasseur chargé par elle de tuer Blanche-Neige la laisse partir. Run! Run away! Hide! In the woods, anywhere! Never come back! Best solution ever. C'est celle qu'emploie aussi Scar dans Le Roi Lion, on a pu voir comme ça avait bien marché. Run away, Simba. Run. Run away and never return. Hey! Where are you going? I'm going back. La reine doit alors prendre les choses en main. Le déguisement est évidemment nécessaire pour inspirer confiance à la jeune fille, qui, prévenue par le chasseur, sait désormais qu'elle doit se méfier de sa belle-mère. Celui qu'elle choisit, une vieille femme au visage hideux, fait plus peur qu'autre chose, mais elle parvient quand même à apitoyer Blanche-Neige. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Contrairement à Ursula, qui peut exercer sa magie grâce à un simple pendentif et dont la seule présence est donc nécessaire, la reine doit faire plus que tromper Blanche-Neige grâce à son costume. Elle doit suffisamment gagner sa confiance pour qu'elle accepte de croquer dans la pomme qu'elle a empoisonnée à son intention. Trop aimable. C'est un jeu d'enfant pour la reine qui connaît bien son adversaire. Elle a vu au début du film le prince faire la sérénade à Blanche-Neige, en lui promettant que grâce à cette pomme, son souhait se réalisera. And that he will carry me away to his castle, where we will live happily ever after. Elle sait que la jeune fille ne pourra résister. C'était peut-être pas un très bon exemple. J'ai déjà eu l'occasion de parler du bossu Notre-Dame de Réponse dans d'autres vidéos, donc je vais passer plus rapidement sur ces 2 exemples et je vous laisserai cliquer sur les fiches en haut à gauche si jamais vous les avez pas vues et que vous voulez en savoir plus. Ici, c'est une tromperie quotidienne qui est à l'œuvre.
Comme je l'ai expliqué dans le thème sur l'adoption, Frollo et la mère Gothel ont adopté Réponse et Quasimodo, mais ce geste n'est pas dû à une quelconque affection de leur part. Frollo a tué la mère de Quasimodo et il ne se charge de l'orphelin qu'à contre-cœur. Par ailleurs, il espère bien que le bossu saura lui rendre service un jour ou l'autre pour le récompenser. Il se garde donc bien de révéler la vérité à son pupille et tâche de lui inspirer la même haine que lui pour les bohémiens, qu'il a l'intention d'éliminer de Paris, en lui parlant de sa Heartless mother. qu'il a abandonné, le condamnant à une mort certaine. Heureusement, le juge était là pour le sauver. Quel saint homme. La mère Gothel, elle, n'a tué personne pour obtenir la garde de Réponse, mais elle l'a proprement enlevé à ses parents afin d'avoir en permanence sous la main son pouvoir, celui de faire conserver la jeunesse. Elle feint l'affection envers elle, beaucoup plus que Frollo, qui garde ses distances avec le bossu, mais a parfois du mal à conserver une attitude de mère aimante et tombe assez vite dans le sarcasme. Tenir un rôle en permanence n'est pas facile, c'est d'ailleurs les seuls exemples où la tromperie dure aussi longtemps. Pourtant, le masque ne tombe vraiment qu'à la fin, pour Gothel comme pour Frollo. Réponse n'a jamais douté que Gothel était vraiment sa mère, et c'est un souvenir de son enfance qui vient lui révéler soudainement la vérité. La voleuse d'enfants ne cherche pas longtemps à nier, et puisque la douceur ne peut plus fonctionner, tente d'emmener Réponse par la force. You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Quant à Frollo, il avoue lui-même le crime qu'il a commis, la mort de la mère de Quasimodo, et celui qu'il s'apprêtait à commettre avant d'être interrompu par l'archidiacre, la mort de Quasimodo lui-même. I'm going to do what I should have done 20 years ago. Quasimodo, même après avoir ouvert les yeux sur la cruauté de Frollo un peu auparavant dans le film, n'avait pas douté jusque-là de la véracité de l'histoire que lui avait raconté le juge sur son passé. Et même après avoir appris ça en plus, il refuse de le laisser mourir. Quel saint homme! Bon bah voilà, j'ai pas eu le courage de couper ma vidéo en deux, du coup ce deuxième épisode est un poil plus long que mon format habituel. On revient à la normale avec les deux suivants, sachant que la prochaine fois on verra la tromperie dans le but de protéger. Protéger quelqu'un, se protéger soi-même. La protection. En attendant, merci de votre patience. Pareil, les deux prochains épisodes sortiront plus vite que celui-là. Et puis, mettez des commentaires, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez aider la chaîne à se développer, parlez-en autour de vous. Vous pouvez faire des dons via Utip. Et puis, merci à tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement et font déjà tout ça. À bientôt! What if you hate the way he eats? What if you hate the way he picks his nose? Et voilà, on se pose pas assez la question. Ouais, je suis très fière d'avoir choisi ce passage en particulier. Et en voilà une question que elle est bonne. Ah, ça c'est du vrai argument là. Eh ben c'est vrai ça. On devrait se poser la question plus souvent. Je pense que j'ai choisi les meilleures répliques du film.